On va enchaîner avec la dernière présentation qui est avec Nicolas Coulmy, qui est directeur du pôle développement, formation et suivi scientifique à la FFS depuis bientôt 29 ans. Bonjour à tous, merci d'être encore là. Merci aux organisateurs et notamment au professeur Berthos de m'avoir invité à partager avec vous cette thématique de l'accompagnement scientifique. Alors, l'accompagnement scientifique, on pourrait reformuler aussi le titre en disant comment la science peut se mettre au service du sport de niveau. Et je vais vous exposer quelques éléments de réponse, de manière évidemment pas exhaustive, parce qu'on pourrait parler de plein de choses. Les aspects multifactoriels font que ça pourrait durer bien plus longtemps que le temps qui m'est imparti. Mais je vais prendre des exemples dans des disciplines sportives qui me paraissent significatives, mais aussi des disciplines scientifiques qui permettront peut-être d'expliquer une cohérence de cet accompagnement scientifique. Alors, l'accompagnement scientifique, il faut expliquer le mot accompagnement. C'est mettre, et ça a été dit précédemment, mettre à disposition et traduire des connaissances scientifiques en contenu d'entraînement, mais en contenu qui permettent aussi d'accompagner la compétition pour optimiser la performance, mais c'est un processus dont le choix du chemin est fait par l'accompagné et non pas par l'accompagnateur. Et donc, il y a une certaine humilité en tant que, qu'on appelle les sport scientists, de travailler dans ce cadre-là. La recherche, évidemment, ça va être un aller-retour entre l'accompagnement scientifique et la recherche. La recherche, la difficulté, alors évidemment il y a plein d'acteurs qui pour Paris 2024 se sont déployés, notamment avec un financement spécifique du PPR, ça a déjà été évoqué. La difficulté de faire la recherche scientifique avec des sportifs de haut niveau, c'est notamment la difficulté de disposer de cohortes d'études suffisamment importante pour avoir quelque chose de significatif, du fait de la rareté, justement, par définition des athlètes de haut niveau. Et puis la difficulté de mobilisation, les collègues qui ont travaillé sur des PPR ces dernières années s'en sont bien aperçus. Les athlètes de haut niveau ne sont pas forcément disponibles pour participer à des expérimentations. Et alors il y a toute une démarche dans l'accompagnement qui est de partir de la problématique sportive pour pouvoir en faire l'explicitation, mettre en face de l'état de l'art scientifique. Et je trouve que cette démarche-là, globalement, elle a été utilisée notamment par l'Agence nationale du sport pour évaluer les fédérations dans leur manière d'optimiser la performance. Alors il y a deux approches qui sont possibles, non pas d'opposer évidemment, mais de combiner. Alors ça a déjà été évoqué notamment par Thierry Pozzo, mais je vais reprendre un peu certains sujets. Deux approches complémentaires. La première, qui est une approche qu'on pourrait qualifier de cartésienne, à rapprocher du courant positiviste justement d'Auguste Comte, dont Thierry a parlé, donc qui s'appuie, comme Descartes nous l'a appris, sur notamment le principe de réduction, c'est-à-dire un phénomène complexe, je le coupe en morceaux pour mieux, a priori, connaître le fonctionnement de ce phénomène. Le problème, quand on parle de sport et d'activité humaine, c'est que le constat qui est fait, c'est que ce type d'équation, où on dirait par exemple biomécanique plus physiologie, etc., égale la performance, ce type d'équation, bien que c'est très séduisant, en fait, a correspondu à une approche scientifique qu'on pourrait qualifier de compartimentée, d'analytique, de la performance, et in fine, une transmission des connaissances auprès des entraîneurs sous forme de modèles parfois inapplicables, c'est-à-dire impossibles à utiliser par des entraîneurs qui, eux, réfléchissent de manière globale, car malgré la précision des modèles qu'on peut apporter, ils sont trop restrictifs par rapport à la réalité de la pratique. Ça a déjà été évoqué par d'autres orateurs précédents. Alors, à mettre en relation avec une approche qu'on pourrait qualifier de systémique, alors ici, un petit clin d'œil, c'est que je mets dans cette approche systémique, je fais appel à Merleau-Ponty, on est dans une maison qu'il a connue, qui est avec le courant de la phénoménologie, où il disait qu'il n'y a qu'une réalité, c'est l'être dans sa relation au monde. Alors, Joël de René aussi a beaucoup décrit tout ça. Deux caractéristiques que vous connaissez bien, l'ensemble fait plus que la somme des parties. Ça signifie qu'on ne peut pas forcément prédire la performance par la seule analyse de ces parties, justement. Et finalement, avoir un accompagnement scientifique sportif pour l'optimisation de la performance, ça va être un peu un aller-retour entre ces deux approches. Aucune n'est disqualifiée, mais ça va être un aller-retour. Et ça va dépendre aussi de l'activité dont on parle,
parce que une activité plutôt fermée, c'est-à-dire où il n'y a pas un environnement où il s'agit de s'adapter beaucoup, eh bien, on va peut-être être plus facile ça va être plus facile d'utiliser peut-être une approche cartésienne, parce que les interactions vont être plutôt simples, peut-être plus faibles, en tout cas linéaires. Par contre, et c'est pour ça que je vais vous parler de ski, c'est ma spécialité notamment, eh bien, parfois les interactions sont très fortes et non linéaires, et dans ce cas-là, eh bien, on est obligé d'avoir une autre approche. Le sport, et notamment dans beaucoup de disciplines, eh bien, c'est une histoire d'interaction, c'est-à-dire que souvent on décrit le sportif, et même d'un point de vue scientifique, avec des modèles très très performants. Ce qu'on oublie, c'est que ce sportif, il intervient dans un environnement, et cet environnement, c'est un environnement global, c'est-à-dire qu'un des athlètes que vous voyez là, alors déjà, il y a une interaction, on va en parler, avec l'environnement, avec les concurrents ou pourquoi pas les partenaires qui sont aussi là, avec un public, etc. Mais il y a un historique de l'individu. Si un de ces athlètes-là a perdu sa grand-mère la veille, évidemment, la gestuelle ne va pas être forcément la même. On parlera du coup des émotions qui ont déjà été évoquées ces 2 jours. Donc, l'action sportive ne peut pas se limiter à décrire les sportifs, et on va voir comment, en termes d'accompagnement scientifique, on peut tenter d'aider les sportifs à mieux appréhender ces interactions. Alors, je l'ai dit, les interactions sont de plusieurs ordres. Il y a le sportif lui-même, comment il va s'adapter à quoi? Alors, via le matériel, parce que le matériel, c'est l'interface. Vous avez tous des exemples où quand vous changez de vélo, vous changez de matériel sportif, eh bien, en fait, il vous faut un temps d'adaptation. Donc, il y a une interaction aussi qui s'établit à ce niveau-là. Une interaction avec l'environnement physique, évidemment. En ski, eh bien, cette interaction, elle est très, très riche, puisque la neige n'est jamais la même. Hein. On dit souvent que les Inuits ont une quantité de mots pour décrire le mot neige, tellement elle est variable. Une interaction avec l'environnement dit psychosocial, dans lequel on peut mettre pas mal de choses. Hein. On l'a vu tout à l'heure, les équipiers, les concurrents, mais le règlement, je vous donnerai une petite anecdote là-dessus, on ne peut pas mettre de côté le règlement, parce que ça fait partie de cet environnement social, et vous verrez qu'on a eu une petite mésaventure à ce propos-là. Ces interactions-là, elles font appel à des champs scientifiques, en fait, qui sont très, très variés. Or, je l'ai dit tout à l'heure, l'entraîneur, et même l'athlète, réfléchit de manière globale. Il ne réfléchit pas de manière analytique par champ scientifique. Et donc, ce qui va nous poser question, c'est comment on va tenter d'avoir une approche qu'on pourrait qualifier de transversale. Transversale, ce n'est pas simplement de l'interdisciplinarité scientifique. Transversale, c'est faire en même temps, désolé l'expression, de faire en même temps une approche physiologique, par exemple biomécanique, etc. Ce qui n'est pas si simple à faire, en effet. Et donc, pour prendre en compte ces interactions, il est possible de s'appuyer sur différentes situations d'expérimentation, mais aussi de mesures, parce qu'on parle bien d'accompagnement scientifique, on n'est pas forcément dans l'expérimentation. Mesures en laboratoire, où on va pouvoir isoler les phénomènes. Alors, on va parler tout à l'heure du simulateur Percival, qui est un simulateur d'équitation, qui a été développé à l'époque, ça a changé de nom, mais à l'époque c'était l'École nationale d'équitation, maintenant c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation. On parlera de soufflerie, parce que la soufflerie c'est du laboratoire, mais qui reproduit certaines interactions, évidemment avec l'air, mais pas que, justement, on verra. Et puis, on peut ensuite aller sur des situations de plus en plus complexes, des situations de simulation, alors à l'entraînement, c'est-à-dire on est vraiment in situ. Alors ça va poser la question de l'instrumentation, comment on instrumente le sportif pour recueillir une information. Et puis la compétition, qui n'est pas forcément la situation la plus complexe. Ça va dépendre des sports. Mais en fait, on peut, à l'entraînement, reproduire des situations plus complexes. Pourquoi ? Parce que le règlement restreint aussi l'éventail, finalement, des situations. Et donc, c'est un aller-retour. C'est-à-dire qu'on va être obligé, aussi bien en termes de recherche qu'en termes d'accompagnement scientifique, de faire de la mesure, finalement, dans ces 3 grands champs-là. Premier exemple d'interaction avec l'environnement physique, mais on verra qu'il y aura un exemple aussi avec l'environnement psychosocial. Et là, je vais m'appuyer sur des documents, mais aussi des publications qu'a pu faire Ludovic Sefer à l'Université de Rouen en escalade.
Il a accompagné pour les Jeux de Paris l'équipe de France d'escalade, alors en sprint, mais aussi dans les autres épreuves, et où, grâce à du monitoring, grâce à l'aide de différents capteurs, alors des capteurs, alors des centrales inertielles, mais également des capteurs qui permettent d'avoir le temps de contact avec les prises, aussi bien au niveau de la main que du pied. Et l'idée au départ, c'était de trouver des paramètres qui évaluent le choix des sportifs. Quand je dis le choix, c'est les stratégies que peuvent avoir les sportifs quand ils vont grimper. L'utilisation de capteurs comme les centrales inertielles ou les capteurs de temps de contact, eh bien, ont permis d'aller sur 3 grands types de paramètres. Des paramètres qui vont permettre d'avoir une mesure spatiale, donc un indice géométrique d'entropie. Un deuxième paramètre qui est plutôt sur de la mesure temporelle, c'est-à-dire détecter l'immobilité et le mouvement. Et puis un troisième paramètre qui va nous intéresser davantage, en tout cas ici, c'est le jerk, en fait, qui est la troisième dérivée de la position, qui est une mesure spatio-temporelle, du coup, qui correspond à la fluidité. Ce terme-là, je vais le reprendre plusieurs fois. Alors, soit en utilisant la hanche selon les techniques utilisées, soit une technique optoélectronique avec une lumière qu'on suit pour simplifier le centre de masse du grimpeur. Or, ce qui a été montré notamment par Ludovic Sefer, c'est que le jerk diminue avec le niveau de performance, mais aussi avec la complexité géométrique des prises, c'est-à-dire que l'affordance, c'est-à-dire que ce que me permet de faire l'environnement va aussi jouer sur cette capacité que je vais développer de fluidité. Et cette fluidité, donc ici on voit les trajectoires évaluées pour mesurer tout ce que j'ai pu indiquer, avec ce jerk qui est devenu, finalement en tout cas pour l'escalade, mais pour d'autres disciplines on va le voir aussi, un nouvel indicateur de performance. Et donc on est dans le suivi, l'accompagnement scientifique, puisque ça peut être mesuré à l'entraînement, etc., pour objectiver finalement les sensations de l'athlète. On travaille, et pour le coup, c'est ça qui est intéressant, je parlais de cohérence tout à l'heure, d'accompagnement scientifique, on ne s'est pas forcément concerté finalement avec Ludovic Sefer, et vous verrez après avec une autre collègue. Il se trouve qu'on travaille sur ce sujet au niveau de la Fédération française de ski depuis un certain temps, puisqu'on a développé des outils aussi qui nous permettent de mesurer cette fluidité. Alors, c'est des outils qui sont utilisables à l'entraînement systématiquement. Toutes les équipes, toutes les disciplines maintenant sont équipées, nordique, alpin, snowboard, etc. Et vous le voyez en bas à gauche, eh bien, la possibilité d'avoir le jerk aussi, c'est-à-dire les secousses finalement. Or, on sait que finalement, ces secousses-là eh bien, sont des facteurs discriminants de la performance, justement. Et ça, on l'avait déjà remarqué dans une autre discipline du ski, qui est le ski de fond. Et alors, je reprends aussi quelques termes que Thierry Pozzo a utilisés tout à l'heure, puisqu'il a parlé d'invariants aussi, et où on s'était rendu compte, avec d'autres analyses à ce moment-là, en calculant les énergies mécaniques en ski de fond, eh bien qu'en fait, les meilleurs skieurs, en tout cas, ou les skieurs dans certains moments, eh bien, avaient une meilleure utilisation du transfert d'énergie, c'est-à-dire transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique de transport, de translation, et que ça pouvait correspondre à une diminution du coût énergétique, et notamment quand on le mettait en relation avec d'autres études qu'on peut faire à ce moment-là sur la mesure des échanges gazeux en fait, qu'on peut avoir et qui nous permettent de nous donner un indicateur sur ce coût énergétique. Et donc cette fluidité est quelque chose qui est devenu fondamental comme étant un paramètre à suivre pour voir si les stratégies des skieurs sont intéressantes. Puisque finalement, un skieur ou un athlète eh bien, va fonctionner par essai-erreur, sauf pour savoir que c'est une erreur ou que c'est une réussite, eh bien, il a besoin d'avoir ce feedback-là. Ici, c'est l'outil qui a été déployé au niveau de toutes les équipes de France de ski, notamment. Alors, c'est le même ARM, par contre, ce n'est pas du tout les mêmes algorithmes de traitement. Ici, vous avez l'algorithme qui est utilisé plutôt pour le ski nordique et le biathlon, qui permet de détecter automatiquement les différentes techniques, différentes sous-techniques qu'on utilise quand on fait du ski de fond. Bon, il y a plusieurs manières de faire du ski de fond. Et de détecter également les différents temps de tir qu'il peut y avoir, parce que en biathlon, c'est évidemment quelque chose qui fait partie de la performance. Donc ça, c'est des capteurs qui ont été développés notamment avec une collaboration de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avec notamment Bénédicte Fazel, qui a ensuite développé Arkinesis, sa start-up.
Ces capteurs sont intéressants au niveau des sports collectifs, évidemment. On parlait des interactions sociales aussi. L'exemple qui m'a été transmis par Olivier Morelli, qui est le référent scientifique auprès de la Fédération française de handball, c'est celui qui est utilisé dans d'autres sports collectifs. C'est celui du tracking vidéo qui permet de mesurer finalement le niveau d'activité de chaque joueur sur le plan technique, tactique, physique aussi, pour l'inclure ensuite dans des modèles de quantification et donc modélisation de la charge d'entraînement, qui est un sujet sur lequel on va revenir juste après. Interaction avec l'environnement physique. L'environnement physique, c'est aussi l'air. Et pour cela, on s'appuie, les différentes disciplines vont s'appuyer sur 3 grandes méthodes qui sont complémentaires aussi, pour optimiser ces interactions, donc des forces aérodynamiques. L'expérimental, c'est-à-dire on va en soufflerie, et puis on va faire de la mesure des phénomènes. La CFD qui est, en français c'est la mécanique des fluides numériques, c'est-à-dire qu'on peut numériser et du coup optimiser et simuler des solutions nouvelles. Et puis la mesure in situ qui va permettre de valider dans la situation la plus complexe que ce qu'on a mis en place précédemment est valide in fine dans les situations de compétition. En cyclisme, avec un document transmis par Emmanuel Brunet, référent scientifique de la Fédération française de cyclisme, évidemment, alors ça paraît assez classique, mais ils l'ont fait plutôt assez récemment, c'est d'optimiser la posture du cycliste, qui semble évidemment être un élément crucial de la performance. Le juge de paix étant la mesure expérimentale en soufflerie, c'est-à-dire on isole un peu des autres phénomènes pour évaluer de manière objective les éventuels gains de performance par rapport à des postures différentes et se donner des objectifs de posture. 2 remarques par rapport à cette démarche-là. C'est que la première, on le voit sur les résultats, selon les morphologies, les gains ne sont pas du même ordre. Et ça donne toute l'importance d'une approche individuelle de ce type d'accompagnement scientifique. Deuxième remarque, c'est que le meilleur gain aérodynamique peut avoir des implications délétères sur, pourquoi pas, les chaînes musculaires, sur la ventilation, etc. Et qu'une approche qui serait trop analytique, en disant oui, on a optimisé les forces aérodynamiques, serait pas opérationnelle et fonctionnelle, en tout cas, pour l'optimisation de la performance. Donc on voit que l'approche individuelle reste nécessaire et, si possible, on va le voir en couplant une démarche plus intégrative des autres facteurs de performance. Si on parle d'optimisation, on peut aussi parler un peu du matériel, évidemment. Comment on optimise le matériel? Une des expériences que j'ai pu vivre il y a quelques années, c'était en ski cross, où il a fallu optimiser la tenue. Alors, la tenue ski cross, c'était une tenue très, non pas une combinaison très collante, mais une tenue qui flottait un peu. Donc, il y a évidemment un challenge qui est de rendre tout ça optimisable. Et on a utilisé un tissu intelligent qui permettait de reprendre finalement ce qu'on appelle le profil NACA, c'est-à-dire un profil d'aile d'avion, au niveau de la jambe, donc que la jambe, sauf que quand on a fait les essais en soufflerie avec différents types de profils, on s'est rendu compte que finalement les gains étaient sur l'ensemble du skieur étaient très importants. On le voit ici, donc très significatif par rapport à un tissu normal, c'est-à-dire où on ne peut pas le mettre dans une forme particulière. Et au jeu de Sochi, alors je dis pas, je veux aucune relation, je le dis avant de donner le résultat, si vous en souvenez pas, je fais aucune relation directe entre l'optimisation de la performance et le résultat qu'il y a eu, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui jouent que ça serait très incorrect intellectuellement de faire cette relation directe. Il n'empêche que, vous le voyez ici, donc les 3 Français qui sont à l'approche de la ligne d'arrivée, on voit bien au niveau de l'arrière de la jambe, en fait, ce profil aérodynamique qui, en fait, optimisait grandement l'ensemble de ce qu'on appelle la force de traînée, cette espèce de parachute qui a tendance à nous empêcher d'avancer.
Le problème, et je vous parlais de cette mésaventure, c'est qu'on est allé au tribunal arbitral du sport par rapport à ça, puisque des concurrents, les Canadiens et les Slovènes, nous ont attaqués en disant qu'on n'avait pas respecté les règlements. Alors, je vous dis tout de suite, on a gagné. Alors, ils n'attaquaient pas que nous, ils attaquaient aussi la Fédération internationale de ski qui nous avait laissé courir avec cette solution-là. On a gagné, on a respecté le règlement, mais cette solution-là, on l'a abandonnée. On l'a abandonnée parce que le coût psychologique sur les athlètes, sur les courses qui ont suivi les Jeux Olympiques était tel, par rapport aux reproches peut-être des autres concurrents, qu'on a préféré l'abandonner. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté non plus, c'est-à-dire qu'on a beau travailler sur l'aérodynamique, eh bien, il y a plein d'autres facteurs qui vont jouer sur l'optimisation de la performance, et donc c'est des choix qui ne sont pas faciles à faire, mais juste dire que les filles n'ont pas été équipées avec la tenue, parce que les filles courent le lendemain, et que le tribunal était le surlendemain et qu'on a préféré enlever le système aux filles pour pas prendre de risques, parce que là l'enjeu, et j'ai pas beaucoup dormi je vous l'avoue, c'est qu'on nous enlève la médaille d'or, d'argent et de bronze dans la foulée. Le cyclisme optimise évidemment les tissus, hein, on peut l'imaginer, c'est assez classique, mais encore faut-il trouver les bons tissus. Alors il y avait un projet THPCA justement du PPR qui était sur ce sujet-là pour essayer, pour Paris, pour bientôt, eh bien, d'aller utiliser le tissu qui était le plus opératoire. Mais il y a aussi de l'interaction entre les individus dans certaines disciplines, et c'est pour ça qu'en soufflerie, on va aussi évaluer les effets d'aspiration, de drafting, aussi bien en ski de fond qu'en ski alpin, qu'en snowboard, et où on s'aperçoit qu'ils sont bien plus importants, si vous regardez les ordres de grandeur, bien plus importants que de travailler sur le tissu finalement. Or il faut aussi mettre les choses dans les priorités, c'est-à-dire travailler sur le drafting, et c'est assez facile, être capable de dire qu'on profite encore de l'aspiration 6 mètres derrière, qu'on peut se décaler de 70 cm pour profiter encore de l'aspiration, eh bien en fait c'est assez facile à utiliser finalement dans l'entraînement et même en compétition. Ce travail a été fait également en cyclisme, donc vous voyez cette cohérence sans forcément qu'il y ait des concertations, d'ailleurs c'est peut-être le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de concertation, hein, c'est peut-être ça qu'il faut réorganiser, avec une approche, on l'a dit tout à l'heure, en soufflerie, sur vélodrome, et ensuite sur des situations plus complexes d'interaction dans le cadre de la poursuite sur piste ou le contre-la-montre sur route, avec notamment de capteurs spécifiques qui permettent la mesure des écarts entre les différents sportifs. Alors tout ça nous amène à avoir énormément de données, évidemment. Le big data nous submerge. Et au-delà des capteurs qui, comme on vient de le voir, objectivent les phénomènes d'interaction, il faut aussi mentionner l'utilisation de plateformes digitales de suivi de la charge, ce qu'on appelle les AMS, Athlete Management System, à disposition des athlètes et des entraîneurs, qui vont non seulement fournir des informations sur le potentiel de progrès du sportif, c'est-à-dire, et je ne vais pas l'évoquer ici, mais comment on détecte le talent, hein, d'ailleurs, mais aussi sur la gestion du niveau de stimulation de l'entraînement, c'est ce qu'on appelle la gestion de la charge. Alors, un collègue, Adrien Cédot, a sorti un bouquin là-dessus sur comment utiliser les données, en tout cas la problématique de l'utilisation des données dans le monde du sport de haut niveau. Et si on parle simplement de la gestion de la charge d'entraînement, juste pour vous montrer comment cette transversalité peut s'opérer, on a eu l'occasion de mesurer sur des stages relativement longs, 2 fois 15 jours, avec des équipes de France de ski cross, eh bien, de faire une expérimentation où là, on voit la relation entre expérimentation et accompagnement scientifique, où on a essayé de regarder des marqueurs biologiques de la fatigue musculaire, comme notamment les CPK, qu'on mesure quotidiennement. Et quand on met ça en relation avec un modèle qui est un modèle très simple, et d'ailleurs Guillaume en a parlé tout à l'heure, parce qu'il a parlé de RPE, hein, donc c'est simplement de manière subjective la sensation qu'on a d'une séance d'entraînement. Alors ça, c'est intégré dans un modèle un peu plus complet qu'on appelle le modèle Foster, qui est très simple, hein, il suffit de multiplier par le temps d'entraînement par le RPE, et on obtient une charge.
Donc on pourrait se dire, ouais, est-ce que c'est bien précis? Ça, c'est subjectif, le RPE. Bon, quand même, Guillaume a montré quand même qu'il y avait un certain intérêt. Eh bien, nous, on a pu montrer que quand on regarde l'évolution des CPK au cours d'un stage, eh bien, en fait, ça suit très très bien, finalement, ce marqueur biologique. C'est-à-dire que les sensations de l'athlète sont, en effet, très pertinentes, à condition qu'on les éduque. Et finalement, tous les capteurs dont on parle tout à l'heure, finalement, un sport scientist comme moi, c'est simplement apporter du biofeedback aussi, hein, ça peut être ça, pour étalonner les sensations de l'athlète. L'athlète, quand il est, dans certaines disciplines, en tout cas en ski, on est incapable de prendre en compte une information. On me demande toujours, est-ce qu'on ne peut pas faire apparaître dans le masque de ski une information, etc. En fait, non. On va en parler après, mais en termes de perception-action, ce n'est pas possible d'aller réfléchir, hein, d'aller réfléchir au moment où on fait du ski, justement. Donc, ça, évidemment, je vous parle de ce modèle Foster qu'utilise le RPE. Ce n'est pas le seul outil qu'on peut utiliser pour la gestion de la charge. On utilise aussi beaucoup la variabilité de la fréquence cardiaque avec les analyses spectrales qu'on peut faire qui permettent d'avoir le niveau de fatigue du système neurovégétatif. Ça a été évoqué d'ailleurs par Franck, je crois, tout à l'heure. Mais quand on croise l'ensemble de ces modèles-là, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire quand on croise le Foster avec la variabilité de la fréquence cardiaque, avec, on vient de le voir, avec les CPK, qui est un marqueur biologique, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, ça va dans le même sens. Et ça veut dire que ça nous donne des faisceaux d'indices pour mieux accompagner finalement le sportif. Ça, c'est intégré maintenant dans des plateformes de suivi quotidien du sportif qui permettent d'avoir cette charge dont on a parlé, mais pas seulement, d'autres indicateurs comme la monotonie. Et oui, la monotonie est quelque chose de très important en sport. Foster avait montré que la monotonie était un indicateur qui permet justement d'anticiper un peu des phénomènes infectieux, notamment, et de contre-performance de manière globale. Et en utilisant toutes ces données sur plusieurs saisons, en mettant en relation avec la performance en sport, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut établir des profils, c'est-à-dire à quoi est sensible le sportif. Et tout le monde, chaque sportif n'est pas sensible à la même chose. Est-ce que je suis sensible à la monotonie ou pas? C'est pas similaire. Alors parlons un petit peu perception-action, puisque ça a été évoqué plusieurs fois ces 2 jours. Le sport de haut niveau ne manque pas de s'intéresser à ça, et notamment une collègue que vous voyez qui a transmis sur Agnès Olivier, qui je vous avais dit que j'allais vous montrer ce simulateur Percival dans le cadre d'un projet qui s'appelle Radarfield. Alors, l'équitation, c'est un modèle intéressant parce qu'il y a de l'interaction cavalier, matériel, cheval, environnement. Et l'utilisation du simulateur a permis d'aller explorer la contribution des informations visuelles dans les différentes coordinations posturales des cavaliers selon leur niveau d'expertise et avec une relation, et ça a été largement démontré par le professeur Berthoz, la stabilisation de la tête ici en équitation qui est très importante. Et en ski, j'aurai bientôt fini. En ski, eh bien, ça se retranscrit aussi comme ça, cette relation perception-action, c'est qu'on fait de la soufflerie, mais en injectant, si j'ose dire, dans les yeux de l'athlète, eh bien, ce qu'il voit réellement sur le terrain, c'est-à-dire qu'on recrée. Alors, on n'est pas sur un simulateur, on est sur un stimulateur, selon moi, c'est-à-dire une stimulation visuelle, mais aussi proprioceptive, puisqu'on ressent le vent, etc. Et que ça permet de développer cette combinaison, finalement, des différentes perceptions. Et quand on s'intéresse justement à quelles sont les stratégies visuelles d'un skieur, eh bien, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire en disant il faut regarder simplement 2 portes devant. En fait, on s'est rendu compte que en mettant en relation des oculomètres avec des centrales inertielles, une reconstruction de l'axe de vision et des différents étages articulaires, la rotation du bassin, etc., eh bien, on s'aperçoit qu'il y a en effet des différentes stratégies qui peuvent être, alors ici j'en cite 2, séquentielles, c'est-à-dire de porte-à-porte, ou anticipatrices, qui est liée à la fluidité, c'est-à-dire que les stratégies anticipatives permettent d'améliorer la fluidité, en allant mettre la vision sur des saillances, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas forcément à la porte, mais qui sont sur la neige. Alors ça s'entraîne avec, je n'ai pas beaucoup le temps de m'étendre sur les différentes façons de faire, l'imagerie
motrice, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un excellent outil en effet pour aller développer cet axe perception-action, mais également l'utilisation des lunettes stroboscopiques, comme ici, c'est-à-dire de limiter l'accès à l'information visuelle pour aller sur ces simplexités, c'est-à-dire aller sur l'essentiel en sortant du superflu en termes de prise d'information. Ça a énormément amélioré les choses. Dernière diapo, c'est vous donner un exemple sur la prévention des blessures, puisque accompagner scientifiquement, c'est aussi s'intéresser à ça. Et un exemple qui avait été important, c'est ici, c'est un exemple de ski cross, où vous voyez qu'en fait, il y a eu des morts, il y a eu des décès en ski cross, c'est une discipline relativement dangereuse. Ici, on est sur la finale à Pyeongchang des Jeux Olympiques, il y a un Canadien qui s'envole, et ce Canadien, il s'est cassé le bassin, mais ça aurait pu être bien pire parce qu'il disposait d'un équipement que nous-mêmes, on a participé à développer. C'est un airbag qu'on a développé et qui se déclenche grâce à des centrales inertielles. Donc pendant 2 ans, on a fait des mesures pour détecter quels sont les mouvements, les vitesses angulaires et les amplitudes angulaires, à partir de quel moment il fallait protéger, gonfler l'airbag et protéger le skieur. Et ça, on le partage avec tout le monde. Ce n'est pas forcément à garder pour soi. La temporalité entre l'accompagnement et la recherche, c'est quelque chose qui serait à discuter encore. Former les entraîneurs pour ne pas utiliser des recettes, mais mieux comprendre comment ça fonctionne. Et puis une science au service du haut niveau, certes, mais une science au niveau du sport en général, et notamment du sport santé, ça serait peut-être aussi un moyen d'optimiser encore tous ces résultats et leurs applications. Merci beaucoup de votre attention.